Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football dans le championnat de première division de district. Maurepas s'est imposé ce dimanche face à Montesson à domicile. Le score 3-0. Le résumé du match dans quelques instants. Découverte aujourd'hui, coup de projecteur sur la cryothérapie, une technique de soins par le froid utilisée par les sportifs. Nous recevrons dans ce magazine l'un des précurseurs, Philippe Cros, un spécialiste installé à Versailles qui travaille avec des structures professionnelles. Rugby, un club écossais est venu jouer ce samedi 23 février un match à plaisir dans le cadre du tournoi des 6 Nations. Retour sur cette rencontre amicale dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du football en match en retard de première division de district. Maurepas s'est imposé ce dimanche face à Montesson à domicile grâce à un triplé de son attaquant vedette Yacoub Belfodil. Le résumé du match à un montage de Xavier Jalin. Maurepas et Montesson se sont retrouvés ce dimanche 24 février en match en retard du championnat de D1 de district. À domicile, les Maurepasiens prennent rapidement le jeu à leur compte et arrivent à conclure dans le premier quart d'heure grâce à Yacoub Belfodil. Montesson réagit et tire une minute plus tard sur la barre. Mais ce sont finalement les Verts qui arrivent à faire le break grâce à leur numéro 9. Le joueur est proche d'inscrire un triplé quelques minutes plus tard mais échoue. 2-0 à la mi-temps. On a la chance de marquer très tôt dans le match. Voilà, on est bien rentré dans le match, on est concentré, on a le ballon, on joue bien. Donc on est content malgré qu'on pouvait mettre encore 2 de plus je pense. Puis voilà, c'est une bonne première mi-temps dans l'ensemble, mais il faut faire mieux en deuxième période pour vraiment plier le match et mettre le moral à zéro à l'équipe adverse. Au retour des vestiaires, Maurepas se voit refuser 2 buts dont 1 pour hors-jeu. Montesson pousse ensuite pour revenir dans le match et s'offre une grosse occasion en milieu de seconde période. Mais ce sont finalement les Maurepasiens qui arrivent à se mettre à l'abri avec un 3e but inscrit par l'inarrêtable Yacoub Belfodil sur ce lob. Montesson tentera de réduire le score mais la défense des Verts tient bon. Score final 3-0. Ouais, 3 buts. Content surtout pour la victoire aussi. Ça fait du bien de renouer avec la victoire à domicile devant nos supporters. Donc on est content. Défensivement aussi, tout le monde était concentré dans les duels. On a mis le bon impact. On était solide, on est bien ressorti proprement. Toujours prendre 0 but dans un match, ça fait toujours plaisir. Être fort dans l'impact aussi. Maintenant, on peut faire mieux encore. On fait quelques petites boulettes encore, mais quelques soucis à régler, quoi. Avec cette victoire, Maurepas remonte à la 5e place du classement et s'éloigne de la zone de relégation. Prochain match le 10 mars sur le terrain de Gargenville. Toujours en football, mais cette fois-ci dans le championnat de Régional 3. Trappes est toujours invaincu cette saison. Les Trappistes sont allés s'imposer sur le terrain d'Ony ce week-end sur le score de 2-0. Avec cette victoire, Trappes conserve la première place du championnat avec un petit point d'avance sur Boulogne-Billancourt après 14 journées disputées. Football toujours, mais cette fois-ci dans le championnat de 2e division de district. Ce dimanche, les Clés-sous-Bois se sont inclinés sur leur terrain contre Conflans en match en retard. Une défaite qui n'arrange pas les Cléssiens, toujours relégables après 12 journées, avec seulement 2 victoires depuis le début de la saison au compteur. On continue par du volleyball. Les féminines de l'AS Vélizy Volleyball, qui évolue en National 3, se sont imposées 3-7-1 ce week-end contre le Sporting Club Paris Volley. Une victoire qui leur permet de remonter à la 2e place du classement. Pour nous parler de ce résultat, nous recevons sur ce plateau l'entraîneur Laurent Vernet, ainsi que 2 joueuses, Noren Rioé ainsi que Anaïs Vega. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir d'abord sur le match de ce week-end. Comment s'est déroulée cette partie ? C'était une bonne équipe de Paris, effectivement très offensive, et on a réussi à jouer juste tout le long du match. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts dans le jeu arrière, et vraiment une équipe qui a réussi à bien communiquer, à jouer ensemble, et même dans les moments durs, parce que ça n'a pas été facile tout le long du match, mais même quand on n'était pas bien, on était dans le rouge, on n'a pas senti l'équipe se disloquer, on est resté soudés. Donc franchement, c'est un peu la force ce week-end. Laurel, vous avez le même sentiment ? Tout à fait, exactement le même sentiment. On a retrouvé une cohésion d'équipe, une énergie qui est vraiment collective. Et c'est ça qui a été notre force ce week-end, il faut le dire, clairement. Oui. Alors je rappelle le score, 25-21 dans le premier set, Paris égalise dans le deuxième set, 25-15, puis vous remportez les 2 sets suivants, 25-20 et 25-23. C'était une victoire qu'il fallait aller chercher. Anaïs ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai qu'on a été mené au score parfois et on a su remonter la pente et vraiment tout ensemble, on a gagné 3 sets et ça fait vraiment plaisir de retrouver la cohésion qu'on avait quelque peu perdue depuis quelques semaines.
Vous avez douté à un set partout? Non. Non, pas obligatoirement, Pourquoi? parce que même le set qu'on perd, même 25-15, on le perd, mais on joue en fait. C'est juste l'adversaire qui a été plus fort que dans les duels. Donc à partir de là, on a joué notre jeu. Et même si on devait perdre les 2 sets suivants en jouant comme ça, c'était notre niveau. Sauf qu'à un moment donné, l'adversaire n'a pas réussi à tenir. Nous, on a été plus réguliers sur l'ensemble des deux derniers sets. Qu'est-ce qui a fait la différence vraiment dans cette partie? C'est l'esprit d'équipe? Oui, tout à fait. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la cohésion en fait. Cette énergie, elle est vraiment moteur dans le jeu. On voit, le jeu est bien plus propre. Du coup, la technique, ça avance aussi. C'est bien plus simple de construire quand il y a plus de cohésion, plus d'entente et de communication, comme l'a dit notre coach. Alors c'était une équipe qui vous devançait au classement avant cette journée. C'était un match coup près, on peut le dire. Comment vous l'avez appréhendé ce match? On était dans une phase un peu délicate. On était en train de perdre des matchs un peu importants. On n'arrivait pas à rejouer ensemble. Et c'est vrai qu'on avait une semaine d'entraînement un petit peu compliquée. On a poussé un petit peu. Il y a eu des réactions de la part des joueuses. Ça s'est ressenti directement. Donc c'était important de gagner, mais surtout c'était important de bien jouer et que l'équipe se retrouve sur le terrain. Donc c'est surtout ça la priorité de ce week-end. Et on a eu la victoire au bout, donc c'était top. Anaïs, vous n'avez pas senti une pression particulière pour ce match? Non, vraiment, pour nous, l'essentiel, c'était de retrouver le plaisir dans le jeu. Et c'est ce qu'on est parvenu à faire. Et bien sûr, la victoire au bout, ça rend la cerise sur le gâteau. Et c'est ce pourquoi on se bat et on s'entraîne toutes les semaines. Donc le plaisir avant tout. Alors vous restiez sur une défaite 3-7-0 contre une équipe du milieu de tableau. Comment avez-vous fait pour vous remobiliser? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu un entraînement mardi particulièrement douloureux pour les filles, pas physiquement mais psychologiquement. Je les ai poussées un petit peu à sortir de leurs habitudes. Enfin voilà, donc on les a bien sortis de leur zone de confort. Ça a explosé un petit peu et ça leur a fait du bien pour après se retrouver en fait. C'est un peu dur, mais psychologiquement mardi elles ont éclaté, on va le dire. C'est ça. On s'est rassemblés. Et plus de satisfaction du coup sur cette victoire. Et du coup, effectivement, vendredi l'entraînement s'est bien déroulé et je pense qu'elles ont réussi à retrouver les notions individuelles d'engagement qu'on avait un peu perdues dans le jeu. Alors vous êtes maintenant 2e du championnat à 2 points de la première place. Vous pensiez pouvoir arriver à ce niveau-là, à ce moment-là de la saison? C'est-à-dire qu'on a fait une très bonne partie de saison, enfin première partie de saison, où on était invaincus sauf le match contre Orléans. Donc automatiquement, on se dit qu'on va continuer dans ce même élan. Et c'est sûr que le coup dur, ça nous a un petit peu ralenti dans cette poussée, mais on garde quand même cet objectif de rester haut de tableau. Donc oui, pourquoi pas, en effet, on continue là-dedans et c'est pas une surprise. La première place, la deuxième place, la troisième, le but c'est d'arriver sur le podium? La première place, ça sera normalement inatteignable parce que même si on est à 2 points derrière Aglo Sud, elles ont 2 matchs en moins de nous. Donc théoriquement, elles sont plus loin devant et c'est quand même une très grosse équipe. À l'aller, on les avait attrapées au premier match. Ces premiers matchs, elles étaient en reconstruction. Nous, c'était la même équipe de l'année dernière, donc on les a eues parce qu'on savait jouer ensemble. Et sur le match retour, elles nous ont cueillis comme il fallait. On a été un peu moins bon et non, c'est une très bonne équipe Aglo Sud. Après les autres équipes, oui, il y a moyen de rester devant elles, normalement. Anaïs, vous pensez que vous pouvez monter cette saison ou ça sera encore un petit peu compliqué? C'est vrai que c'est une première année en N3, donc l'objectif de la montée n'était pas forcément l'objectif initial du groupe. Après, bien sûr, si on peut aller la chercher, la montée, on fera tout pour, mais c'est pas l'objectif numéro 1 en tout cas. Alors pour aller chercher cette montée, il faudra battre ce week-end Châteaudun, qui est un mal classé. Forcément, il ne faudra pas se manquer. C'est exactement ça. Et donc, c'est vrai que cette semaine, on fait que des matchs amicaux, justement pour repartir dans le jeu comme on a fait dimanche, retrouver le plaisir, la façon de bien jouer ensemble. Donc, pour justement à Châteaudun, être sûr d'avoir les bonnes notions collectives. On va voir. Un petit pronostic avant de se quitter? Sur Châteaudun, bon, on va gagner 3-0. 3-0? Tout à fait. 3-0. Évidemment. Bon. Vous êtes unanime là-dessus. Merci d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite de terminer le plus haut possible dans ce championnat de National 3. On suivra votre parcours avec attention sur TV 78. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Un mot de basket à présent. Trappes a chuté à l'extérieur dans le choc contre le leader. Les Trappistes sont perdus contre Poitiers lors de la 16e journée du championnat de National 3. Défaite 98-82 pour les Trappistes. Au classement, les Saint-Quentinois voient s'échapper la première place. Ils ont 4 points de retard sur leur adversaire du jour.
jour. Toujours en basket, mais cette fois-ci chez les féminines, le Chénet Versailles continue sa marche en avant dans le championnat de National 3. Les joueuses de Vinko Bardic se sont facilement imposées contre Angers ce dimanche. Le score est sans appel, 65-45. Le LCV 78 conserve sa première place devant Le Havre avec un bilan de 15 victoires pour une seule défaite cette saison. On prend maintenant la direction de Plaisir. Un match inédit s'est déroulé ce week-end dans la commune. L'équipe locale affrontait les joueurs écossais en parallèle du tournoi des 6 nations. Des images d'Aurélie Ronze, un montage de Xavier Jarre. Des entraîneurs en kilt, c'était l'image insolite de ce samedi 23 février au stade Robert Barran de Plaisir. Le club écossais de Linlithgow est venu affronter sur le terrain une équipe composée de joueurs locaux dans le cadre d'un partenariat créé en parallèle du tournoi des 6 nations. Sur le terrain, les Français l'emportent 38-24. On a beau faire la fête la veille, sur le terrain, il n'y a plus d'amitié pendant 2 fois 40 minutes. Donc, beau match. C'était un match très dur aujourd'hui, beaucoup d'essais pour les deux équipes, très agréable, très dur. Beaucoup de joueurs ont été en difficulté aujourd'hui, mais nous allons passer un bon moment après le match. Ce rendez-vous était également l'occasion pour les Français de comparer leur jeu à celui des Écossais. Je dirais engagé et mobile. C'est des joueurs assez mobiles, assez légers, qui se déplacent beaucoup. Donc voilà, c'est pas comme les jeux français où on a plus l'habitude d'avoir des gros, de fixer. Là, c'est beaucoup plus rapide. Ça joue énormément. Ce partenariat organisé pour la première fois à Plaisir a convaincu les dirigeants du club. C'est bien parce que je pense qu'on peut développer des échanges, ne serait-ce qu'avec aller une fois tous les 2 ans. Donc c'est ce qui se passe avec leur entente là. On peut même prévoir d'y aller avec des jeunes, des minimes, des cadets. C'est une belle expérience pour rencontrer d'autres cultures. Après avoir déjeuné ensemble, les joueurs sont ensuite allés voir le match du 15 de France face au 15 du Chardon au Stade de France. Et là aussi, les Français l'ont emporté. Je vous propose à présent de découvrir la cryothérapie pour les sportifs. Pour nous présenter cette technique de soin par le froid, nous recevons sur ce plateau l'un des précurseurs de cette technique en France, Philippe Cros. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de votre activité qui est basée à Satori, qu'est-ce que c'est la cryothérapie ? Alors la cryothérapie est un traitement par le froid, un froid extrême parce qu'on descend pendant 3 minutes à moins 150 degrés. Pour tout ce qui est récupération, c'est quelque chose de très très important. C'est utilisé au départ pour ça. Et c'est un anti-inflammatoire. En traumatologie, c'est énormément utilisé aussi. C'est un anti-inflammatoire naturel, un antalgique très très puissant, un anti-œdémateux, un anti-stress, un antalgique et donc un anti-infectieux aussi. Donc il y a un panel de patients très très important. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette activité ? C'est la connaissance. J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Gérard Guillaume, qui est l'ancien médecin de l'équipe cycliste de la Française des Jeux. Et pour les grands tours, il voulait de la cryothérapie et donc c'est parti comme ça. Il a voulu avoir un camion et puis voilà, j'ai connu la cryo par ce biais-là en 2011. Alors avec qui travaillez-vous ? J'ai travaillé. Vous accompagnez de nombreux sportifs. J'ai eu la chance de faire 5 fois le Tour de France, 5 fois le Tour d'Espagne avec la Française des Jeux, de faire 2 fois le Tour d'Italie, 1 fois avec une équipe italienne, 2 fois avec une équipe italienne. J'ai été sur la Coupe du Monde du rugby avec l'équipe de France pendant 1 mois, en Angleterre et au Pays de Galles en 2015. J'ai fait l'Euro de football avec l'équipe d'Irlande en 2016. Je travaille avec le Rugby Club de Toulon, avec le Stade français. En 2016 à Versailles, je rappelle. Ouais, l'équipe d'Irlande était basée à Versailles. Ils étaient basés sur Versailles, donc je suis resté sur Montboron. Je me suis déplacé à Lille quand ils ont joué contre l'Italie, puis contre l'équipe de France à Lyon. Donc voilà, donc j'ai des clients quand même un petit peu prestigieux. C'est mon grand plaisir, quoi. Le Tour de France a fonctionné comment quand vous étiez sur le Tour de France ? C'était après les étapes ? Alors le camion, moi je faisais hôtel la course, je ne la voyais pas. Donc le matin, avant le petit déjeuner, ils faisaient leur séance de cryo. Une fois que les séances de cryo n'étaient pas faites, je rangeais tout le camion et j'allais à l'hôtel suivant. Et dès qu'ils arrivaient après l'étape avec leur bus, avant le massage, ils faisaient leur séance de cryo. On voit en ce moment même votre premier camion que vous aviez ici à Montigny-Bretonneux au Vélodrome national de Saint-Quentin. Vous accompagnez à ce moment-là l'équipe de France de BMX. Je leur donnais un coup de main. Ils sont venus à plusieurs reprises. C'était à côté, donc c'était pratique pour eux. Est-ce que la technologie a
a changé? Le principe est toujours le C'était même. En 2012, les Ouais, images. le principe, non, c'était un petit peu plus tard, ça devait être en 2014 à peu 2014 près. peut-être. Et donc, parce qu'au Vélodrome en 2012, je crois qu'il n'était pas, pas sorti encore de terre. Non, la technologie est toujours la technique est toujours la même. C'est l'exposition au froid. Les machines ont vraiment évolué. Il y a des machines maintenant qui sont vraiment très très performantes. Et il y en a malheureusement qui le sont un peu moins, et ça a fait quelques accidents, mais bon, voilà, ça bouge, ça n'a pas trop bougé non plus. Alors votre activité est maintenant basée à Satori, à Versailles, dans un magasin fixe. Pourquoi avoir laissé de côté votre camion? J'ai toujours le camion, parce que je me déplace chaque année, je travaille avec le Stade français, je travaille encore avec différents clubs, je vais sur des trails importants, à la 6000D, à La Plagne, je vais en Bazac pour les gendarmes éleveurs du temps, je fais la plus grosse cyclo au monde qui s'appelle la Haute Route. Donc je me déplace encore, mais de plus en plus de particuliers demandent cette technologie. Donc j'ai un centre qui est à Marseille maintenant aussi. J'ai ouvert le centre de Satori parce que j'avais des gendarmes comme patients qui venaient au Vélodrome avec moi, et puis c'était plus facile. Et puis voilà, il y a une population de particuliers qui demandent de plus en plus cette technologie. Alors, nous sommes allés justement dans votre magasin fixe à Satori. On écoute les réactions. C'est pas instantané, mais après, moi c'est à l'issue d'une opération, je me suis fait opérer des ligaments croisés, c'est par rapport à ça, pour avoir une meilleure récupération suite à mon opération. Super, comme d'hab, on appréhende un peu, mais c'est la sensation d'après. Donc moi, après certains gros entraînements, tu viens là, ça fait du bien. C'est comme si tu mettais ton corps dans un glaçon et puis t'en ressors. Moi, en tout cas, je ressens de bons effets après. Ces réactions vous surprennent? Non. Ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous savez, à partir du moment où vous avez des clubs professionnels qui vous contactent et avec qui vous travaillez depuis plusieurs années, si quelque part il y a un résultat, parce qu'ils n'ont pas pour habitude de dépenser l'argent n'importe comment. Donc, vous savez, on va prendre l'exemple du rugby parce que c'est un plaisir énorme pour moi. C'est déjà un sport que j'aime beaucoup, et puis j'ai une excellente approche avec ces joueurs qui sont des gens humbles. Et avant, ils allaient dans le bassin de glace, les poubelles de glace, et depuis qu'ils ont connu cette technologie, ils veulent plus aller dans la glace, donc régulièrement ils m'appellent, ils viennent. Il y a une différence? Le confort, au niveau efficacité, oui. Et puis le confort, aller dans une bassine de glace, je sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, je me suis retrouvé une fois dedans parce que j'ai pas le choix. C'est Mathieu Bastereau qui m'a mis dedans. Là, j'ai pas résisté, et j'ai pas cherché à résister non plus. C'est froid. C'est froid et on met énormément de temps à se réchauffer. L'avantage de la cryo, c'est une fois que c'est fini, on se rhabille. C'est pour une efficacité supérieure en plus. Alors ça dure 3 minutes, pas plus. Ça sert à rien d'aller plus froid, d'aller plus long, et plus froid que moins 150 degrés, parce que au niveau efficacité, on gagne pas grand-chose. Par contre, on peut prendre des risques un peu plus importants. Donc non, 3 minutes moins 150 degrés, c'est le bon compromis. C'est reconnu par les médecins? De plus en plus de rhumatos nous envoient des patients pour tout ce qui est pathologie anti-inflammatoire, tout ce qui est spondyarthrite, fibromyalgie et autres. Et c'est pour ça que moi je travaille énormément en partenariat avec les médecins, et je veux vraiment faire un parcours de santé avec les médecins. Je veux pas faire ça en solo. C'est pas bon, à mon avis. On peut monter à combien de degrés maximum? Je sais pas, je m'arrête à moins 150 degrés, donc je veux pas savoir si ça peut aller plus loin ou pas. Tout le monde peut en faire? Non, tout le monde ne peut pas en faire parce qu'il y a des contre-indications, entre autres des contre-indications cardiaques, les gens qui ont un infarctus de moins de 6 mois, la tension non régulée, les personnes qui ont un pacemaker, les personnes qui ont une thrombose veineuse, la maladie de Raynaud, les gens qui ont une allergie au froid, bien que de temps en temps il y en a qui le font parce qu'ils sont allergiques plutôt à un froid humide. Là c'est un froid sec. Donc oui, il y a des contre-indications, mais de toute façon il y a des visites médicales, autorisation médicale, donc bon. Combien ça coûte pour avoir un équipement comme le vôtre? C'est compliqué. Une machine, ça vaut aux alentours de 40 000 €, plus l'équipement, etc. Donc je n'ai pas vraiment calculé combien. Et pour pratiquer cette cryothérapie? Une séance est à 38 €. À Paris, c'est beaucoup plus cher. Moi, j'essaye de le mettre à un prix abordable de façon à ce que plus de personnes puissent le faire.
Et on peut descendre à 30 €, voire moins, en fonction du quantitatif, si c'est des clubs. Enfin, bon, il y a tout un ensemble. Je veux pas que ça soit simplement un problème d'argent. C'est important l'argent pour une entreprise parce que c'est la vie de l'entreprise, mais je veux pas que ça soit un frein pour d'autres personnes. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On souhaite bon courage. Et quel est votre prochain événement ? Le prochain événement. Non, pas Paris-Nice, parce que le cyclisme, c'est un peu compliqué pour moi à continuer, pour diverses raisons. Mais bon, il y a des équipes qui voudraient bien que je vienne, mais moi je veux pas aller avec elles. Je travaille c'est des trails, je veux faire des trails, des marathons, mais je me consacre beaucoup à Satori. Et sur juillet, je vais sur juin, je vais peut-être travailler sur la Coupe du Monde de football féminin. J'attends 2-3 résultats, mais je pense que ça va se faire. Merci beaucoup, Philippe Cros. Merci, au revoir. Lui aussi a fait le choix de se ressourcer dans le froid dans le cadre de sa préparation. Le skipper ampolitain Louis Burton se prépare physiquement, non pas dans l'eau, mais à la montagne dans la station de l'Alpe d'Huez. Le navigateur alterne le ski, le squash ou encore des séances techniques en salle. Un travail intensif en vue de sa prochaine échéance. La Transat Jacques Vabre, une course transatlantique entre le Havre et le Brésil. Un rendez-vous programmé le 27 octobre prochain. Son bateau Bureau Vallée 2 est lui en pleine préparation. On ouvre une page Jeux Olympiques de 2024. C'était fortement pressenti. C'est désormais officiel. Le comité d'organisation de Paris a proposé d'intégrer le breakdance au programme des JO parisiens. Ce serait une première pour ce sport qui est déjà apparu aux Jeux Olympiques de la jeunesse l'année dernière. On écoute la réaction de Jean Gémad, cofondateur de la compagnie Black Blamber. Ça me suggère un sentiment paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, voilà une ultime reconnaissance d'un savoir-faire, de choses extrêmement édulcorées, complexes, beaux à voir, et qui devient un sport de compétition, c'est-à-dire qui affirme nettement l'inverse finalement de ce qui l'a amené à se développer comme un genre stylistique de la danse hip-hop, à savoir une danse qui porte un récit, qui porte un questionnement politique, un questionnement culturel, et qui à un moment donné se positionne justement non pas contre la compétition, mais pose d'abord la compétition qu'on a à avoir en nous-mêmes, et non le principe d'être au-dessus des autres. Avec le breakdance, l'escalade pourrait faire son entrée aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Cette discipline pratiquée par plus d'1 million de personnes chaque année en France et quatrième sport le plus testé dans les lycées et collèges a été retenu par le comité d'organisation. Nous sommes allés du côté de l'une des plus grandes salles de bloc Vertical Art située à Montigny-le-Bretonneux pour recueillir les réactions. Personnellement, je trouve que c'est une avancée quand même conséquente pour le sport dans sa globalité. Mais c'est aussi quelque chose qui était assez attendu au vu de l'évolution du sport depuis ces 5 dernières années. Moi je trouve ça très bien, ça va permettre de démocratiser un petit peu ce sport qui est très peu connu, qui commence à être un petit peu plus connu ici en France, notamment grâce aux salles de bloc, mais ça va permettre de faire venir encore un petit peu plus de monde dans le sport. C'est une reconnaissance, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, l'escalade, on sait que c'est un sport complet. Et on ne comprenait pas trop pourquoi justement c'était pas reconnu au niveau des Jeux Olympiques, et ça va donner une autre dimension à ce sport. Elle ne sera pas sport olympique. La pétanque est pourtant à la mode chez les jeunes adultes, avec 4 Français sur 10 adeptes de cette discipline. Chez les 18-30 ans, ils étaient encore nombreux lors d'un tournoi organisé par la pétanque guyancourtoise ce dimanche au centre sportif Les Trois Mousquetaires à Guyancourt, un montage de Jules Grenouville. On a tiré et on a pointé à Guyancourt. Le club local a organisé ce dimanche 24 février au centre sportif Les Trois Mousquetaires son traditionnel tournoi officiel niveau promotion. Un rendez-vous en doublette mixte qui a attiré principalement des joueurs des Yvelines. C'est le premier de l'année, donc oui, c'est un rendez-vous important. Il a fait très beau, donc évidemment ça joue beaucoup sur la journée. Nous avons eu beaucoup d'équipes, à peu près une centaine d'équipes, nous ne l'espérions pas. Donc ça se passe très bien. Parmi les participants, beaucoup de seniors, mais également une dizaine de jeunes qui ont décidé de se lancer en doublette. C'est le cas de Saïd, 28 ans. Ce Guyancourtois a commencé à pratiquer la pétanque avec son beau-père. Aujourd'hui, ce sportif en fait régulièrement. On va dire les jeunes ils ont moins d'expérience, donc du coup ils vont pas forcément dans les compétitions. Mais là, ça prend de plus en plus de jeunes qui trouvent qu'en fait,
c'est pas simplement un sport, on va dire, on jette des boules, mais ça demande de la précision, c'est technique. Et plus on progresse dans ce sport-là, et plus on voit que le sport en fait est à haut niveau et très difficile. Les jeunes et les moins jeunes se retrouvent le 10 mars prochain pour un nouveau tournoi officiel à Guyancourt. L'occasion pour Saïd de peaufiner encore son geste. On ouvre une page cyclisme. Après 2015, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillera-t-il à nouveau un championnat du monde sur piste? C'est en tout cas le souhait du président de la Fédération française, Michel Callot. Un dossier de financement est à l'étude et va être monté d'ici le mois de septembre pour organiser l'un des plus gros rendez-vous sur piste. 2 ans avant de recevoir les Jeux Olympiques, la décision devrait bientôt être connue. L'Union cycliste internationale devrait attribuer les championnats du monde 2022 en septembre prochain. En attendant 2022, les pistards de l'équipe de France participeront cette semaine au championnat du monde à Pruszków en Pologne. Un événement organisé de ce mercredi 27 février à ce dimanche 3 mars. Sur la piste, on retrouvera notamment les plaisirois Michael Delmeda et Sandy Claire, Grégory Boger originaire de Maison-Lafitte ainsi que Mathilde Gros, pensionnaire du pôle olympique Saint-Quentin en Yvelines. Objectif de cette équipe de France, remporter au minimum 3 médailles de ces championnats du monde pour préparer au mieux les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.